Un fermier ruiné a donné ses terres à sa fille. 7 ans plus tard, il revient et manque de s'évanouir en voyant ce qu'elle est devenue. Le ciel de cette matinée semblait peser sur la terre comme un couvercle de plomb. Dans la campagne française, au cœur d'une vallée où l'herbe paraissait terne et fatiguée, Étienne Dubois avançait lentement, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa vieille veste en laine. Chaque pas qu'il faisait soulevait un nuage léger de poussière sèche, comme si même la terre se préparait à lui dire adieu. Devant lui s'étendait la ferme familiale, celle qu'il avait héritée de son père et que lui-même avait espéré transmettre un jour en prospérité et non en ruine. Mais la réalité avait été cruelle. Les dettes s'étaient accumulées plus vite que les récoltes ne poussaient. Les années de sécheresse avaient laissé les champs nus, et l'hiver passé avait été un des plus rudes de sa mémoire. Les vents glaciaux avaient balayé la région, brûlant les pousses fragiles et gelant l'eau dans les abreuvoirs. Les bêtes maigres, dont certaines il avait dû vendre à perte, semblaient le regarder encore depuis les clôtures vides. Rien n'avait résisté à cette succession d'épreuves, pas même son espoir. Camille, sa fille unique, se tenait sur le perron de la maison. 19 ans à peine, le visage encore empreint de la douceur de l'adolescence, mais les yeux déjà marqués par les longues nuits sans sommeil. Elle avait essayé ces derniers mois de l'aider dans les travaux quotidiens, mais Étienne savait qu'elle ne pourrait pas lutter contre le poids écrasant des créanciers. Les hommes du village murmuraient que la ferme ne passerait pas l'année, que les Dubois ne feraient bientôt plus partie de l'histoire locale. Il avait passé la nuit précédente à écrire une courte lettre d'explication. Pas d'excuses, il n'en voyait pas l'utilité, mais des mots simples, clairs, comme pour sceller un contrat tacite. Ce matin-là, il avait glissé dans la poche intérieure de sa veste un jeu de clés et dans l'autre, le document le plus précieux et le plus douloureux qu'il possédait, l'acte de propriété des terres Dubois. Arrivé devant elle, il eut du mal à trouver ses mots. Le vent tiède transportait une odeur de bois humide et de paille, rappelant les saisons passées. Il tendit l'enveloppe à Camille. Elle la prit sans parler, ses doigts frôlant ceux de son père, et sentit le poids symbolique de ce papier. Étienne inspira profondément avant de dire d'une voix basse, presque étouffée, « Ces terres, elles sont à toi maintenant. » Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux cherchaient ceux de son père, comme pour y trouver un signe de blague ou d'hésitation. Mais il n'y avait que la gravité dans son regard. Étienne détourna les yeux vers la grange dont le toit s'affaissait, vers le verger dont les branches nues semblaient pointer vers un ciel sans promesse. Il lui expliqua qu'il partirait dès l'après-midi, prenant un car pour la ville la plus proche. Là-bas, peut-être trouverait-il un emploi dans un entrepôt ou sur un chantier. Il n'osait pas promettre de revenir, car il savait que le sort de la ferme ne dépendait plus de lui. En vérité, il n'y croyait plus. Les terres, épuisées, demandaient une force et un savoir-faire qu'il pensait désormais hors de portée. Surtout pour une jeune femme qui n'avait connu que des saisons de misère. Camille, les mains serrées sur l'enveloppe, sentit une chaleur amère monter dans sa poitrine. Elle voulait protester, lui dire qu'il n'avait pas le droit d'abandonner ainsi l'héritage familial. Mais au fond, elle comprenait que ce départ n'était pas un choix, mais une dernière tentative de sauver ce qui pouvait encore l'être. Elle, peut-être, loin de la spirale de dette et de découragement. Étienne fit un pas en arrière, comme s'il craignait qu'un mot de trop ne le fasse rester. Il adressa à sa fille un dernier regard, un mélange de fierté discrète et de tristesse résignée, puis se mit en marche vers le chemin de terre qui menait à la route principale. Chaque pas semblait lui coûter plus que les années passées à labourer, semer et récolter. Le bruit régulier de ses bottes sur le gravier se perdit peu à peu dans le silence de la campagne. Lorsque le contour de sa silhouette disparut derrière la haie, Camille resta immobile, fixant le vide. Le vent s'engouffra dans la cour, soulevant quelques feuilles sèches. Elle baissa enfin les yeux vers l'enveloppe qu'elle tenait toujours. Les clés tintaient doucement à l'intérieur, comme un écho lointain du passé. Et pour la première fois, elle sentit le poids de cette terre lui appartenir vraiment, un poids aussi lourd que la solitude qui venait de s'installer. Lorsque le car qui emportait Étienne vers la ville disparut derrière la colline, le calme retomba sur la ferme, comme une couverture trop lourde. Le bruit du moteur s'évanouit, laissant place à un silence dense, presque oppressant. Camille resta longtemps sur le perron, le regard fixé sur le chemin de terre, comme si elle espérait voir réapparaître la silhouette de son père à tout moment. Mais il n'y eut que le balancement régulier des branches du vieux noyer au fond de la cour et le froissement lointain des herbes sèches. Elle entra dans la maison
qui semblait soudain plus vaste et plus froide. Les murs épais de pierre, bâtis par son grand-père, retenaient encore l'odeur du café du matin, mais aussi un parfum de poussière et d'humidité. Les meubles, lourds et solides, paraissaient déplacés dans cet espace désormais vidé de la présence d'Étienne. Chaque craquement du plancher, chaque grincement des volets semblait rappeler qu'elle était seule. Les premiers jours qui suivirent furent un enchaînement de tâches mécaniques. Elle se levait tôt, allait nourrir les quelques poules qui restaient, puis arpentait les champs comme son père le faisait autrefois. Mais à la différence d'Étienne, qui connaissait chaque coin de terre comme la paume de sa main, elle observait ces étendues avec un mélange d'étrangeté et de défi. Les parcelles semblaient fatiguées, recouvertes d'herbes folles, et le sol, durci par les hivers successifs, refusait de se laisser travailler facilement. Au village, les nouvelles s'étaient vite répandues. Les voisins la saluaient poliment, mais leur regard portait une ombre de doute. Elle entendait parfois, alors qu'elle passait devant la boulangerie ou le bureau de poste, des bribes de conversation qu'elle savait lui être destinées. Elle ne tiendra pas 1 an. La pauvre, elle ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Ces mots, prononcés avec un mélange de pitié et de certitude, venaient en s'ajouter au poids qu'elle portait déjà sur les épaules. Camille se souvenait des derniers mois avec son père, les disputes silencieuses, les repas pris dans un mutisme pesant, les regards qu'il lançait vers les comptes alignés sur la table, sachant qu'aucun calcul ne résoudrait leur situation. Ce silence-là s'était prolongé après son départ, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus une absence de mots due à la lassitude, mais un vide sonore qui lui laissait trop de place pour réfléchir. Elle tenta de maintenir une routine. Le matin, elle balayait la cour, réparait les clôtures abîmées et ramenait du bois sec depuis l'arrière de la grange. L'après-midi, elle inspectait les champs, essayant de comprendre quelles parties pourraient être travaillées et lesquelles semblaient perdues. La vieille charrue, rouillée, reposait à l'ombre d'un mur effrité. Elle se demandait si elle trouverait encore quelqu'un dans la région pour lui apprendre à la manier. La maison, elle aussi, demandait des soins urgents. Une fuite au toit laissait passer l'eau de pluie dans la chambre de son père. La cuisine, autrefois animée par la voix grave d'Étienne et le crépitement de la poêle, paraissait muette. Les soirs d'hiver approchant, Camille commença à faire du feu seule. Le crépitement du bois dans l'âtre était le seul son qui rompait la solitude, et parfois elle se surprenait à parler à voix haute, juste pour combler le vide. Elle aurait pu quitter la ferme, partir à son tour pour la ville, chercher un emploi plus sûr, mais quelque chose en elle s'y refusait. Ce n'était pas de la naïveté, mais un instinct presque viscéral. Cette terre, aussi pauvre et dévastée qu'elle soit, était tout ce qui lui restait. Elle savait qu'elle n'avait ni l'expérience ni les moyens nécessaires pour transformer la situation du jour au lendemain. Pourtant, l'idée de céder à la facilité et de vendre à bas prix lui semblait pire encore que d'échouer en essayant. Les semaines passèrent, marquées par le rythme lent de la campagne. Les jours raccourcissaient, les matins devenaient plus frais, et la lumière dorée de l'automne enveloppait les collines. Parfois, en fin de journée, Camille s'asseyait sur la marche de pierre devant la maison et regardait les ombres s'allonger sur les champs. Elle imaginait son père, des années plus tôt, accomplissant les mêmes gestes, observant le même paysage. Mais elle se rappelait aussi que, malgré toute son expérience, il avait fini par partir, vaincu par les saisons et les dettes. Cette pensée ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait pu. Au contraire, elle y voyait une sorte de défi muet. Là où son père avait dû renoncer, elle voulait au moins essayer, quitte à échouer. Le silence qui l'entourait, d'abord lourd et presque hostile, commençait à se transformer en espace de réflexion. Dans ce calme, elle pouvait entendre ses propres idées naître, maladroites mais persistantes, comme les premières pousses qui percent la terre au printemps. Un soir, alors qu'elle fermait les volets, elle aperçut la lueur d'une lampe dans la maison voisine, celle de Madame Lefebvre, une vieille agricultrice qui avait connu son père depuis l'enfance. Camille se demanda si elle oserait lui demander conseil un jour, mais pas encore. Pour l'instant, elle devait apprendre à habiter cette solitude, à marcher dans les traces laissées par Étienne tout en cherchant sa propre direction. La ferme, silencieuse et immobile, semblait l'observer. Les murs, les champs, le ciel au-dessus d'elle, tout paraissait attendre de voir si cette jeune femme aurait la force de tenir plus longtemps que les murmures du village ne le prévoyaient. Et dans ce silence, sous les nuages lourds d'un automne naissant, Camille comprit que la prochaine saison déciderait si la ferme du bois s'éteindrait ou si, contre toute attente,
elle commencerait à renaître. Les jours s'étaient écoulés comme des perles sur un fil tendu, sans qu'aucun changement notable ne vienne rompre la monotonie. Camille, pourtant, savait qu'elle ne pourrait pas continuer à vivre ainsi, dans une routine faite uniquement d'entretien et de survie. La ferme ne se maintiendrait pas d'elle-même, et ses maigres économies, soigneusement conservées dans une boîte en métal sous une pile de draps, fondaient inexorablement. Elle avait passé plusieurs soirées à compter et recompter ses billets, cherchant une stratégie qui ne se résumerait pas à attendre un miracle. C'est en revenant du marché du bourg voisin, un matin de fin d'automne, que l'idée commença à prendre forme. Elle avait croisé un étal recouvert de bouquets violets et parfumés. La femme qui tenait le stand expliquait à un couple de touristes que c'était de la lavande de Provence, cultivée à quelques kilomètres seulement. Le parfum subtil, presque sucré, lui avait rappelé de lointains étés passés à courir dans les champs lors des vacances scolaires, lorsque des voisins en cultivaient encore à petite échelle, mais surtout, elle avait remarqué le prix indiqué sur une ardoise. Une somme qui, comparée au coût de production qu'elle imaginait, semblait incroyablement avantageuse pour celui qui vendait. Ce soir-là, assise à la table de la cuisine, avec une lampe à pétrole pour seule lumière, elle commença à griffonner sur un carnet jauni. Elle nota les dimensions approximatives des parcelles inutilisées derrière la grange, calcula la quantité de plants qu'elle pourrait y mettre, évalua le temps de croissance et tenta d'anticiper les dépenses nécessaires. Les chiffres n'étaient pas rassurants. Pour acheter les semences, il faudrait presque tout l'argent qu'elle avait. Cela signifiait qu'elle n'aurait aucune marge pour réparer la toiture, remplacer les outils cassés ou faire face à un imprévu. Elle hésita plusieurs jours, marchant dans les champs comme si le sol pouvait lui souffler une réponse. Les voix du village résonnaient encore dans sa tête, ces voix qui prédisaient son échec. Mais elle pensa aussi à ce que son père aurait fait à sa place, labourer du blé ou planter des pommes de terre, comme toujours. Or, ces cultures-là avaient déjà échoué sous ses yeux, usant le sol et ne rapportant presque rien. Reproduire les mêmes gestes que lui reviendrait à marcher sur le même chemin, menant à la ruine. Finalement, par une matinée froide mais claire, elle prit la route vers la petite coopérative agricole de la région. Le vendeur, un homme à la barbe blanche et aux gestes mesurés, l'écouta expliquer son projet sans manifester d'enthousiasme particulier. Il lui parla des risques. La lavande mettait du temps à pousser, nécessitait un sol bien drainé et beaucoup de patience avant d'offrir un revenu régulier. Mais il reconnut que la demande restait forte, notamment auprès des parfumeries et du tourisme. Il la regarda un long moment avant de conclure « Si vous vous engagez, ce ne sera pas une saison, mais plusieurs années de travail avant de voir un vrai bénéfice. » Elle hocha la tête, consciente de l'ampleur du défi, et régla la facture avec des billets qu'elle plia soigneusement. Les semences furent livrées le lendemain, dans des sacs en toile épaisse. Le poids en semblait dérisoire comparé à celui de la décision qu'elle venait de prendre. Les jours suivants furent consacrés à préparer la terre. Camille se leva avant l'aube, enfilant des gants déjà usés, et attaqua le sol durci à coups de bêche. Le froid mordait ses doigts et ses épaules, mais elle continua mètre après mètre. Parfois, elle s'arrêtait, redressant le dos pour observer l'avancée de son travail et mesurer l'étendue qui restait à faire. Ce n'était pas seulement un effort physique. Chaque geste résonnait comme une mise à l'épreuve de sa volonté. Le soir, après avoir travaillé dehors toute la journée, elle rentrait, préparait un repas simple et reprenait ses notes. Elle avait commencé à emprunter des livres sur l'agriculture durable à la petite bibliothèque municipale. Les pages se remplissaient de schémas, de conseils sur la rotation des cultures, sur la manière de lutter contre les maladies des plantes sans recourir aux produits chimiques coûteux. Elle rédigeait tout à la main, traçant parfois des dessins maladroits pour illustrer une technique. Les marges du carnet se noircissaient de rappels. Vérifier le drainage après la pluie, planter en rang espacé pour l'aération, tailler après la floraison. Les voisins observaient son agitation avec une curiosité mêlée de scepticisme. L'un d'eux, croisé sur le chemin, lui demanda avec un demi-sourire si elle comptait transformer la ferme en parfumerie. Elle répondit calmement qu'elle comptait surtout la sauver. Cette phrase, prononcée sans hausser la voix, resta gravée en elle comme un engagement silencieux. Les semaines passèrent, et la première étape fut achevée. Les semences reposaient désormais dans la terre sombre, alignées comme de petites promesses enfouies. Camille savait qu'il lui faudrait attendre, et que pendant ce temps, la ferme continuerait de lui coûter plus qu'elle ne rapportait. Mais en plantant ses graines,
Elle avait mis fin à l'immobilité qui pesait sur elle depuis le départ de son père. Il y avait désormais un projet, une direction, et même si l'issue restait incertaine, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Quand le soir tombait, elle s'autorisait parfois à marcher le long des rangs fraîchement tracés, imaginant la couleur et le parfum qui, peut-être un jour, rempliraient cet espace. Elle ne se berçait pas d'illusions. Il faudrait du temps, de l'effort et plus de courage qu'elle n'en avait jamais eu. Mais elle avait fait son choix, et dans le silence de la campagne, ce choix résonnait comme un point de départ. L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là, avec une brutalité qui prit tout le monde de court. Les premières gelées tombèrent alors que les feuilles des peupliers n'avaient pas encore complètement quitté les branches. Au petit matin, la campagne était recouverte d'un voile blanc qui craquait sous les pas. Camille, emmitouflée dans son manteau épais, sortait chaque jour pour inspecter les jeunes plants de lavande. Ces petites pousses, encore fragiles, avaient résisté aux premières nuits froides, mais elle savait que les pires semaines restaient à venir. Un matin, après une nuit particulièrement glaciale, elle traversa le champ et comprit que la situation avait changé. Les tiges vertes, autrefois droites, semblaient recroquevillées, noircies à certains endroits. En posant la main dessus, elle sentit la texture cassante des feuilles brûlées par le gel. Une fine couche de glace recouvrait encore le sol, scintillant sous le soleil pâle. Elle resta immobile, le regard fixé sur ces rangs qu'elle avait mis tant de temps à préparer, et sentit le poids d'une inquiétude nouvelle s'abattre sur elle. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. La gelée s'intensifia, s'installant jusque dans les heures diurnes. Même les herbes folles qui bordèrent la clôture perdèrent leur couleur. Elle tenta de protéger les plants en les recouvrant de toiles grossières, récupérées dans la grange, mais le vent froid soulevait les bords et laissait passer l'air glacial. Chaque soir, elle rentrait avec les mains engourdies, le visage rougi par le froid, et essayait de calculer combien de plants survivraient si la météo persistait ainsi. C'est au marché du samedi, alors qu'elle vendait quelques œufs et conserves pour compléter ses revenus, qu'elle croisa Madame Lefèvre. La vieille agricultrice, enveloppée dans un châle sombre, connaissait bien les caprices du climat dans cette région. Après avoir écouté Camille lui décrire la situation, elle prit un ton ferme mais sans dureté. La terre répond à ceux qui ont la patience et le courage d'attendre. Si tu veux sauver tes plants, ne les arrache pas. Même s'ils semblent morts, certains reprendront au printemps. Mais il faudra surveiller, couper les parties abîmées et nourrir la terre dès que le gel s'en ira. Ces mots ne réchauffèrent pas l'air autour d'elle, mais ils déposèrent une étincelle d'espoir dans l'esprit de Camille. Elle rentra ce jour-là avec un sac de compost offert par Madame Lefèvre et la conviction qu'il ne fallait pas céder à la panique. Les semaines d'hiver furent rudes. Les matins, elle brisait la glace dans les abreuvoirs des poules et vérifiait les rangs de lavande, notant mentalement les zones les plus touchées. Les après-midi, elle réparait les filets de protection, ajoutait de la paille autour des racines et surveillait la météo à la radio. Chaque chute de température était comme une épreuve supplémentaire. La maison, elle aussi, portait les marques de la saison. Le toit laissait passer de fines infiltrations d'eau lorsqu'il neigeait, et le bois pour le poêle diminuait dangereusement. Camille passa plusieurs journées à couper et fendre des bûches, stockant chaque morceau dans un abri improvisé. La chaleur ainsi obtenue était modeste, mais suffisante pour que ces nuits ne soient pas glaciales. Malgré tout, le moral vacillait. Les économies, déjà réduites après l'achat des semences, continuaient de fondre. Certaines nuits, en écoutant le vent frapper les volets, elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur irréversible. Mais au matin, elle se forçait à enfiler ses bottes et à retourner sur le terrain, refusant de laisser l'abattement décider à sa place. Lorsque la fin de l'hiver approcha, les champs offraient un spectacle inégal. Certains rangs semblaient anéantis, mais d'autres montraient encore une teinte verte, signe que la vie persistait. Camille entreprit un travail minutieux. Elle tailla les plants noircis, nettoya les zones autour des racines et ajouta une couche de compost pour nourrir la terre. Ses mains, rugueuses et marquées de petites coupures, témoignaient de l'acharnement qu'elle mettait à cette tâche. Le printemps arriva enfin, timide mais régulier. Les gelées cessèrent, remplacées par des averses fines qui imbibèrent le sol. C'est alors qu'elle remarqua les premiers signes encourageants. De nouvelles pousses apparaissaient sur certains pieds qu'elle croyait perdus. Ce n'était pas toute la plantation, loin de là, mais assez pour raviver son engagement. Ce premier obstacle, loin de la dissuader,
avait transformé son regard sur la ferme. Elle comprit que cultiver n'était pas seulement semer et récolter, mais aussi endurer, réparer, attendre. La lavande qui survivrait à cet hiver serait plus résistante, et elle-même, après ces mois de lutte contre le froid, se sentait différente. Moins naïve peut-être, mais plus déterminée que jamais à poursuivre. Dans les jours qui suivirent, elle reprit ses notes avec une précision nouvelle, ajustant ses plans pour les saisons à venir. Les conseils de Madame Lefèvre restaient présents dans son esprit, rappel constant que la terre exige du temps et de la persévérance. Et si cet hiver avait failli briser son élan, il lui avait aussi donné une première victoire, celle de ne pas avoir renoncé. 3 années complètes s'étaient écoulées depuis que Camille avait enfoui ses premières graines de lavande dans cette terre que beaucoup disaient épuisée. Le chemin avait été long, marqué par les hivers rigoureux, les étés secs et les journées entières passées à désherber, tailler et protéger les plants. Mais ce matin-là, alors qu'elle sortait de la maison avec son panier en osier, elle sut immédiatement que quelque chose avait changé. L'air portait un parfum dense, sucré et légèrement camphré, qui s'infiltrait jusque dans ses vêtements. Elle s'arrêta quelques instants sur le perron, les yeux plissés face à la lumière, et observa les collines derrière la grange. Une mer de violets s'étendait à perte de vue, ondulant doucement sous la brise. Les fleurs avaient pris une teinte profonde, presque bleutée, qui contrastait avec le vert sec des herbes alentour. C'était la première floraison complète depuis le début de son projet, et elle se rendit compte que même les rangs qui avaient failli disparaître lors du premier hiver sévère s'étaient finalement épaissis. Chaque pas dans le champ soulevait un nuage invisible de parfum, et elle se demanda si, comme elle, les habitants du village pouvaient le sentir depuis leurs fenêtres. En milieu de matinée, alors qu'elle travaillait à couper les premières tiges mûres pour les faire sécher, elle aperçut 2 silhouettes au bout du chemin. C'étaient des voisins venus voir de près, comme ils le diraient plus tard. Ils s'avancèrent lentement, échangeant des remarques à voix basse, visiblement surpris par l'ampleur des plants. L'un d'eux demanda si elle comptait vendre les fleurs fraîches ou les transformer. Camille répondit qu'elle avait l'intention d'en distiller l'huile essentielle, tout en gardant une partie pour confectionner de petits bouquets destinés au marché. La distillation devint rapidement sa nouvelle priorité. Elle avait acheté d'occasion un petit alambic en cuivre grâce à la vente d'anciens outils inutilisés. L'installation, bien que modeste, trônait désormais dans un coin abrité près de la grange. Les premières tentatives furent laborieuses. L'équilibre entre la chaleur, la vapeur et la condensation était délicat à obtenir, et il lui fallut plusieurs essais avant de produire une huile claire et odorante. Mais lorsqu'elle parvint à remplir ses premiers flacons de verre ambré, elle sentit que des mois de travail prenaient enfin une forme concrète. Elle aménagea une table dans la cuisine pour étiqueter chaque bouteille à la main. Les étiquettes, écrites en lettres simples, portèrent le nom Les Champs de Camille et la mention huile essentielle de lavande, Provence. Elle emballait chaque flacon dans un papier fin avant de le glisser dans de petites boîtes en carton recyclé. Cette présentation artisanale séduisit rapidement les clients du marché, qui se montraient curieux de connaître l'histoire derrière le produit. Le parfum qui se répandait jusque dans les ruelles du village fit le reste. Les habitants, intrigués, commencèrent à venir voir le champ. Certains venaient acheter un bouquet, d'autres simplement pour se promener entre les rangs et repartir avec un souvenir olfactif. Le dimanche matin, la file devant son petit stand se rallongeait et elle peinait parfois à répondre à toutes les questions sur la culture, la récolte et la distillation. Les revenus restaient modestes, mais ils suffisaient à couvrir les dépenses courantes de la ferme et à mettre de côté une petite somme pour l'entretien des installations. Pour la première fois depuis longtemps, Camille n'avait plus à choisir entre réparer une clôture ou acheter des graines. Elle pouvait faire les deux, même si cela signifiait encore beaucoup de travail manuel. Elle remarqua aussi un changement subtil dans l'attitude des villageois. Ceux qui, autrefois, doutaient ouvertement de ses chances de réussite, adoptaient désormais un ton plus respectueux. Certains venaient lui demander conseil pour leur propre jardin ou pour de petites cultures familiales. Elle répondait avec précision, partageant volontiers ce qu'elle avait appris, mais sans oublier les difficultés qui persistaient. Car même au milieu de cette réussite naissante, elle savait que la lavande demandait un entretien constant et que la moindre maladie ou variation climatique pouvait compromettre une saison entière. Les soirs d'été, après avoir terminé la cueillette et arrosé les jeunes plants destinés à remplacer les plus anciens, Camille aimait s'asseoir sur le vieux banc en bois
à l'ombre du noyer. De là, elle voyait le champ se teinter d'or et de violet sous la lumière du crépuscule. Les abeilles, dernières travailleuses de la journée, bourdonnaient encore au-dessus des fleurs. Elle observait leurs allées et venues avec la satisfaction discrète de celle qui sait que son travail participe à quelque chose de plus vaste que ses propres besoins. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les bottes de lavande dans le grenier pour les faire sécher, elle se rendit compte qu'elle avait atteint un tournant. La ferme, que tous croyaient condamnée, produisait à nouveau. Et cette production, loin d'être ordinaire, portait une identité forte, liée à la terre, au climat et à ses choix personnels. Ce constat n'éliminait pas la fatigue ni les inquiétudes, mais il donnait un sens clair à ses efforts. Ce parfum, perceptible à plusieurs centaines de mètres, devint la signature invisible de la ferme du bois. Il flottait sur les chemins, entrait par les fenêtres ouvertes et parfois même suivait les visiteurs sur plusieurs kilomètres après leur départ. C'était le signe tangible que quelque chose avait pris racine au-delà des fleurs, une réputation, une reconnaissance locale et l'espoir, enfin, de construire sur cette base un avenir plus solide. À la fin de l'été, alors que les derniers bouquets séchaient dans le grenier et que les ventes au marché s'étaient stabilisées, Camille reçut une visite qui allait rompre le calme relatif de ses journées. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une chemise en lin impeccable et de chaussures trop neuves pour un chemin de campagne, se présenta à la ferme. Il se disait marchand de produits aromatiques et affirmait avoir entendu parler de la jeune femme qui produisait la meilleure huile de lavande de la région. Ses paroles étaient de polies, mais son regard calculateur ne lui échappa pas. Ils parlèrent debout, près de la barrière qui séparait la cour des champs. L'homme expliqua qu'il possédait déjà plusieurs exploitations dans d'autres départements et qu'il souhaitait élargir son activité. Il proposa à Camille de lui acheter ses terres pour lui éviter les tracas et assurer la pérennité de la production. La somme qu'il évoqua était considérable pour quelqu'un comme elle, mais l'idée de céder la ferme à un étranger lui serra la gorge. Elle déclina poliment, prétextant vouloir réfléchir, même si sa décision était déjà prise. Quelques jours plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler au marché. Certains clients lui dirent avoir entendu dire que sa lavande n'était pas aussi pure qu'elle le prétendait. D'autres lui rapportèrent qu'un nouveau producteur, installé à une quinzaine de kilomètres, vendait déjà de l'huile essentielle à un prix légèrement inférieur, en vantant la qualité supérieure de ses champs. Camille comprit vite que le marchand venu lui faire une offre avait trouvé un autre terrain pour y planter de la lavande, et qu'il n'hésitait pas à attaquer sa réputation pour s'imposer. L'impact se fit sentir rapidement. 2 de ses clients réguliers, des commerçants qui revendaient ses produits dans leurs boutiques touristiques, réduisirent leurs commandes par précaution. Le marché, qui avait été un lieu de rencontres enthousiastes, devint pour elle un espace où il fallait constamment défendre son travail. Les questions sur la qualité de son huile se multiplièrent, souvent posées avec un ton sceptique. Camille décida de réagir sans perdre de temps. Elle commença par organiser des journées portes ouvertes à la ferme, où elle montrait aux visiteurs chaque étape de la production, la culture, la récolte, la distillation, le conditionnement. Les gens pouvaient sentir les fleurs fraîches, observer l'alambic en fonctionnement et repartir avec un flacon directement issu de la distillation du jour. Cette transparence séduisit beaucoup de curieux, et certains repartirent convaincus de sa bonne foi. Cependant, la concurrence ne faiblissait pas. Le nouvel arrivant avait les moyens d'investir dans la publicité, de produire en plus grande quantité et de séduire les revendeurs avec des prix agressifs. Camille ne pouvait pas rivaliser sur ce terrain. Elle choisit donc de se concentrer sur ce qui faisait la singularité de son travail, une production artisanale, en petite quantité, avec une attention particulière à chaque étape. Elle mit en avant le caractère local de ses produits, insistant sur le fait que tout venait de ses propres champs, travaillés sans intrants chimiques. Les semaines qui suivirent furent éprouvantes. Elle partageait son temps entre le soin aux plantes, la distillation, la gestion des commandes et les démarches pour renforcer ses débouchés commerciaux. Les soirées, autrefois consacrées à l'écriture dans ses carnets, se terminaient désormais par des calculs et des comparaisons de coûts. La fatigue s'accumulait, mais elle refusait de céder au découragement. Un samedi, alors qu'elle rangeait son stand au marché, une cliente fidèle l'aborda pour lui dire que malgré les rumeurs, elle continuait d'acheter uniquement ses produits, car ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Camille demanda ce que c'était,
Et la femme répondit simplement « On sent que c'est fait avec soin, pas avec des machines. » Cette phrase, brève mais sincère, la conforta dans l'idée que la qualité ne se mesurait pas seulement à la taille de l'exploitation ou au prix affiché. Pour contrer l'effet des attaques, elle prit aussi l'initiative de nouer des liens avec des restaurateurs et des artisans locaux. Certains commencèrent à utiliser son huile dans leurs recettes ou leurs produits dérivés en mentionnant son nom sur les étiquettes ou les menus. Cette visibilité, même modeste, contribua à maintenir son activité à flot. Le concurrent, lui, poursuivait son expansion. On le voyait parfois au marché, distribuant des prospectus et engageant des discussions avec les clients de Camille. Elle choisit de ne pas entrer dans une confrontation directe, préférant consacrer son énergie à renforcer ce qui la rendait différente. Mais elle comprit aussi que, pour durer, elle devrait trouver de nouvelles sources de revenus liées à la ferme, afin de ne pas dépendre uniquement de la vente brute et de son huile essentielle. Cette période, bien que difficile, forgea en elle une détermination nouvelle. Les critiques et les pressions avaient ébranlé ses certitudes, mais elle lui avait aussi appris à défendre son travail avec plus de fermeté et à chercher des solutions plutôt qu'à subir. Elle n'avait pas seulement résisté à une tentative d'éviction. Elle avait commencé à réfléchir à la manière d'élargir son horizon, convaincue que la survie de la ferme passait par une diversification intelligente et fidèle à ses valeurs. L'automne suivant marqua pour Camille un moment décisif. Les récoltes de lavande avaient été bonnes malgré la concurrence, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas se contenter de vendre ses bouquets et ses flacons d'huile essentielle au marché. Le rythme était trop instable, et les revenus, bien que réguliers, restaient fragiles face aux aléas du climat ou aux fluctuations de la demande. Elle repensa aux paroles d'un restaurateur venu visiter sa ferme quelques mois plus tôt. Les gens ne veulent pas seulement acheter un produit, ils veulent vivre une expérience. Cette idée prit racine dans son esprit et ne la quitta plus. Elle commença à observer ses propres champs avec un regard nouveau. Les rangées de lavande, avec leurs nuances de violet et leurs lignes parfaitement ordonnées, formaient un décor qui attirait naturellement l'œil. Les visiteurs qui venaient parfois acheter sur place restaient souvent un long moment à se promener, prenant des photos, posant des questions, respirant profondément l'air parfumé. Camille se rendit compte qu'elle possédait là un atout que même les exploitations plus grandes ne pouvaient pas forcément offrir. Un lieu à taille humaine, chaleureux, où l'on pouvait sentir la présence de celles qui travaillaient la terre. À partir de ce constat, elle élabora un plan. Elle aménagea un espace près de la grange avec quelques tables et chaises en bois qu'elle récupéra d'un ancien café du village. Elle fit fabriquer un auvent en toile pour offrir de l'ombre pendant l'été. Puis elle commença à préparer elle-même des plateaux simples mais soignés. Fromage de chèvre local, pain cuit au feu de bois, confiture artisanale et une petite boisson aromatisée à la lavande. L'idée n'était pas d'ouvrir un restaurant, mais de proposer aux visiteurs une halte agréable au milieu des champs. Pour attirer les premiers curieux, elle fit passer le mot par le biais de ses clients fidèles et d'amis du marché. Elle invita aussi quelques habitants du village à venir tester l'expérience gratuitement, espérant que le bouche à oreille ferait son effet. Les premiers jours furent timides. Une ou deux familles s'arrêtaient, parfois des couples de passage, mais rien de spectaculaire. Pourtant, chaque visiteur repartait avec un sourire, un bouquet et souvent un flacon d'huile essentielle. Au fil des semaines, la fréquentation augmenta. Des familles des villages voisins commencèrent à venir le dimanche pour se promener dans les champs, s'asseoir à l'ombre et goûter les produits locaux. Des photographes amateurs vinrent pour capturer la lumière du matin sur les fleurs. Certains passaient commande à l'avance pour réserver un panier garni à emporter. Camille prit vite conscience que cette diversification ne se contentait pas d'apporter un revenu supplémentaire, elle renforçait aussi la réputation de sa ferme. Les visiteurs parlèrent de leur passage sur les réseaux sociaux, postèrent des images colorées et mentionnaient les champs de Camille comme une étape incontournable de la région. Bientôt, quelques journalistes locaux vinrent rédiger de courts articles sur cette initiative authentique et conviviale. Elle s'organisa pour que la nouvelle activité n'empiète pas sur le soin aux cultures. Les matinées restaient à consacrer au travail des champs, tandis que les après-midi d'été et de début d'automne étaient réservés à l'accueil des visiteurs. Elle apprit à anticiper la demande, préparant les plateaux à l'avance, gérant les réservations et s'assurant que l'espace reste toujours propre et accueillant. Cette évolution changea aussi son rapport aux habitants du village.
Certains qui avaient douté d'elle au départ commencèrent à l'aider ponctuellement. Un fromager accepta de lui fournir des produits à prix préférentiel, une voisine lui proposa de lui prêter de la vaisselle pour les grands jours, et même un menuisier offrit de réparer l'une des tables en échange d'huile essentielle. La ferme redevenait un lieu vivant, où les échanges allaient au-delà de la simple transaction commerciale. Les revenus générés par cette nouvelle activité lui permirent de réparer enfin une partie du toit de la maison et de remplacer un vieil outil de coupe devenu inutilisable. Elle put aussi acheter des plants supplémentaires pour étendre légèrement la culture l'année suivante. Surtout, elle retrouva une forme de sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle ne vivait plus dans la crainte constante que chaque dépense mette en péril tout son travail. Pour Camille, ce tournant n'était pas seulement économique. Il représentait une manière de reprendre le contrôle sur son destin, de montrer qu'il était possible, même avec des moyens modestes, de créer une activité viable en restant fidèle à ses principes. La ferme n'était plus seulement un lieu de production, elle devenait un espace d'accueil, de partage et de découverte. Et cela, elle le savait, valait autant que les récoltes elles-mêmes. La 5e année de culture commença sous les meilleurs auspices. L'hiver avait été relativement doux, le printemps généreux en pluie fine, et les premiers bourgeons de lavande promettaient une floraison abondante. Camille se réjouissait à l'idée d'accueillir à nouveau des visiteurs, d'autant plus que ses réservations pour les plateaux gourmands avaient doublé par rapport à l'année précédente. Elle avait investi une partie de ses économies dans de nouvelles chaises, un parasol plus grand et quelques outils pour améliorer la distillation. Tout semblait indiquer que cette saison serait la plus prospère depuis ses débuts. Mais à la mi-mai, quelque chose d'inattendu commença à se produire. D'abord, ce furent de petites taches brunes sur les feuilles les plus basses. Puis, en quelques jours, certaines tiges se mirent à jaunir et à se dessécher, comme si elles avaient manqué d'eau, alors que le sol était encore humide des dernières pluies. Camille pensa d'abord à une simple variation climatique et entreprit de couper les parties atteintes. Pourtant, malgré ses efforts, les symptômes progressèrent rapidement. Au bout d'une semaine, plusieurs rangs entiers semblaient touchés. Les fleurs en formation perdaient leur couleur, les tiges se fragilisaient. Inquiète, elle apporta quelques échantillons à la coopérative agricole. Le diagnostic fut sans appel. Il s'agissait d'une maladie cryptogamique, une infection fongique redoutée des producteurs de lavande. Le traitement existait, mais il nécessitait un produit coûteux et une application répétée, en plus d'un temps de repos forcé pour les zones les plus touchées. Camille calcula rapidement. Le prix du traitement dépassait ses moyens immédiats. Si elle décidait de l'acheter, elle ne pourrait pas payer certaines factures courantes. Mais si elle ne le faisait pas, elle risquait de perdre presque la moitié de sa récolte. Les jours suivants furent marqués par un dilemme constant, tandis qu'elle voyait les plants malades s'étendre comme une tache d'encre sur un tissu. C'est alors que la communauté locale, qui avait mis du temps à l'accepter, intervint d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée. Un soir, en fermant le portail de la ferme, elle vit arriver Madame Lefebvre, accompagnée de 2 autres agriculteurs. Ils avaient appris la nouvelle et apportaient chacun un petit quelque chose. Un bidon de traitement, des pulvérisateurs, des gants et surtout, leurs bras pour l'aider à appliquer le produit. Le lendemain matin, une dizaine de personnes, toutes issues du village, étaient là. Certaines venaient de familles qui ne l'avaient jamais vraiment soutenue, d'autres étaient d'anciens sceptiques. Ensemble, ils traitèrent les plants, rang par rang, avec méthode. Le travail dura 3 jours complets. Les volontaires se relayaient pour manipuler les pulvérisateurs, préparer les doses, couper les parties irrécupérables et retirer les débris infectés. Camille, d'abord gênée de recevoir autant d'aide, finit par accepter cette solidarité avec gratitude. Elle offrit du café et du pain frais et des morceaux de fromage aux participants, mais elle savait que cela ne compensait pas réellement leur temps et leur effort. Après le traitement, il fallut attendre. La météo devint un facteur clé. Un excès de pluie aurait pu relancer l'infection, tandis qu'une sécheresse trop rapide aurait affaibli davantage les plants déjà fragiles. Par chance, le climat se maintint dans un équilibre rare, permettant aux rangées saines de se développer et à certaines zones traitées de montrer des signes de reprise. La perte fut inévitable. Environ 1/3 des plants ne se remit pas, mais le reste survécut, offrant une récolte certes réduite mais encore exploitable. Cette épreuve eut un effet inattendu sur la relation entre Camille et les habitants du village.
Ceux qui avaient participé au sauvetage des champs revenaient parfois voir l'évolution des plants qu'ils avaient aidé à sauver. Des visiteurs racontaient l'histoire à d'autres, donnant à la ferme une image non seulement de productrice, mais aussi de symbole de coopération locale. Malgré la perte financière, Camille réussit à maintenir ses engagements auprès des clients réguliers, même si elle dut réduire temporairement ses stocks. Les journées portes ouvertes continuèrent, mais elle limita les plateaux gourmands pour concentrer ses ressources sur la culture et la distillation. Elle passa de longues soirées à mettre à jour ses carnets, ajoutant des notes précises sur les symptômes, le traitement et les conditions météo. Elle savait que cette expérience, bien que coûteuse, constituait un apprentissage précieux pour l'avenir. Lorsque l'été toucha à sa fin, les champs, bien que moins denses qu'espérés, offraient toujours leur spectacle de couleurs et de parfums. Camille réalisa qu'elle venait de franchir une étape importante. Elle avait survécu à une crise qui, quelques années plus tôt, l'aurait certainement contrainte à tout abandonner. Et surtout, elle avait vu que, dans les moments critiques, elle n'était plus seule face aux difficultés. Cette solidarité resterait gravée dans sa mémoire comme l'un des piliers invisibles de la survie des champs de Camille. À l'approche de l'automne, alors qu'elle rangeait les outils après une longue journée, Camille décida de s'occuper d'un coin de la grange qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps de vider. Cet espace, situé derrière une cloison branlante, servait depuis des années à entreposer ce qui n'avait plus d'utilité. Vieux seaux cabossés, roues de brouette inutilisables, morceaux de bois tordus et caisses à moitié pourries. Elle voulait y installer une étagère pour mieux organiser son matériel de récolte, mais pour cela il fallait d'abord dégager l'endroit. En tirant une pile de caisses, elle aperçut un objet recouvert d'une bâche poussiéreuse. En la retirant, elle découvrit un vieux coffre en bois sombre cerclé de métal. Le cadenas était rouillé mais cédait facilement sous la pression d'un tournevis. Lorsqu'elle souleva le couvercle, l'odeur du bois ancien et du papier jauni s'en échappa. À l'intérieur, il n'y avait pas d'objets précieux au sens matériel, mais des liasses de carnets, soigneusement empilés, ainsi qu'un paquet de lettres attachées par une ficelle. En feuilletant le premier carnet, elle reconnut immédiatement l'écriture de son père. Les pages étaient remplies de notes détaillées sur la ferme, rotation de cultures effectuée au fil des années, observations sur les effets du climat, solutions improvisées face aux gelées tardives ou aux sécheresses estivales. Étienne y avait aussi noté des recettes de préparation maison pour éloigner certains insectes, ainsi que des schémas d'aménagement du terrain. Certaines pages portaient même des remarques personnelles. Ne jamais oublier que la terre fatigue si on ne lui laisse pas de répit. Ou essayer à nouveau la variété plus résistante testée en 2003. Plus loin, elle trouva une liste de contacts avec des noms, des numéros et parfois des adresses, tous liés au commerce agricole. Certains étaient des acheteurs de grains, d'autres des producteurs de fleurs, quelques-uns des fournisseurs de matériel. Elle reconnut le nom de 2 marchands qu'elle croisait encore au marché, sans savoir qu'ils avaient connu son père. En lisant ces pages, Camille eut le sentiment étrange de l'entendre lui parler, non pas dans un ton d'autorité, mais comme un compagnon de travail transmettant son expérience. Elle comprit que, malgré les difficultés qui l'avaient poussé à quitter la ferme, Étienne avait accumulé un savoir précieux qu'il n'avait jamais pris le temps de lui transmettre directement. Ces carnets représentaient des années d'observation, de réussites et d'échecs. Pendant plusieurs soirées, elle s'installa à la table de la cuisine, une tasse de tisane à portée de main, pour lire et recopier les passages qui pouvaient lui être utiles. Elle y trouva des méthodes simples mais efficaces pour améliorer le drainage, renforcer le sol avec des apports naturels, protéger les jeunes plants des vents froids. Certaines astuces concernaient même la gestion de petites cultures annexes, comme les herbes aromatiques et les fleurs comestibles, qui pourraient compléter ses revenus. Parmi les lettres, elle en découvrit plusieurs adressées à un certain Lucien, un ami d'enfance de son père installé dans une autre région. Dans l'une d'elles, Étienne évoquait l'idée d'introduire des cultures de lavande sur une petite parcelle, mais ajoutait qu'il n'avait pas les moyens de se lancer. Camille réalisa que, sans le savoir, elle avait concrétisé un projet qu'il avait lui-même envisagé des années auparavant. Forte de ses découvertes, elle décida de mettre en pratique certaines recommandations. Elle modifia l'espacement de quelques rangées pour améliorer la circulation de l'air, suivant les croquis retrouvés. Elle fabriqua aussi un système d'ombrage amovible pour les jeunes plants, inspiré d'un dessin daté de plus de 15 ans. Les résultats se firent ressentir en quelques semaines. Les plants semblaient plus vigoureux, les feuilles plus denses.
Elle contacta également 2 des anciens acheteurs mentionnés dans les carnets. L'un d'eux, installé dans une ville voisine, se montra intéressé par ces huiles et proposa d'en prendre régulièrement pour son magasin spécialisé. L'autre lui donna des conseils pour améliorer la conservation des bouquets séchés, ce qui réduisit ses pertes après la récolte. Cette plongée dans les écrits de son père ne fut pas seulement une avancée technique, elle y trouva aussi un apaisement inattendu. Les phrases griffonnées à la hâte, les ratures, les remarques personnelles témoignaient d'un attachement profond à la terre, malgré les circonstances qui l'avaient poussé à partir. Elle se surprit à lui répondre mentalement en travaillant, comme pour poursuivre un dialogue interrompu. Le coffre reprit place dans la maison, près du poêle, et devint une source régulière de consultation. Chaque fois qu'elle ouvrait un carnet, elle découvrait un détail qui pouvait l'aider, une idée à tester, un souvenir indirect d'une époque où la ferme fonctionnait encore sous ses mains. Ce savoir qu'elle avait failli ignorer en laissant la poussière s'accumuler devint un outil précieux pour consolider son travail et, d'une certaine manière, pour renouer avec une part invisible de son histoire familiale. La 7e année depuis le départ d'Étienne commença sous un ciel limpide, avec un printemps d'une régularité rare. Les pluies avaient été bien réparties, le sol riche grâce aux amendements naturels qu'elle avait mis en place en suivant certaines notes de son père, et la lavande avait pris une vigueur qu'elle n'avait encore jamais vue. Les rangées, parfaitement alignées, s'étendaient sur une superficie qui paraissait presque 2 fois plus grande qu'à ses débuts. Les jeunes plants introduits l'année précédente s'étaient intégrés harmonieusement aux plus anciens, créant un tableau uniforme de verts et de violets. Dès le début de juin, le parfum commença à se répandre au-delà de la ferme. Les visiteurs arrivaient plus tôt que d'habitude, certains avant même l'ouverture officielle des journées portes ouvertes. Camille avait anticipé cette affluence. Elle avait aménagé un petit parking rudimentaire dans un champ inutilisé, balisé les allées entre les rangs pour éviter que les fleurs ne soient piétinées et ajouté de nouvelles tables sous un auvent plus grand. Les plateaux gourmands avaient été revus, pain frais de la boulangerie voisine, fromage affiné, fruits de saison, confitures maison et petites pâtisseries aromatisées à la lavande. Cette organisation portait ses fruits. Les familles venaient passer l'après-midi entière, prenant des photos, s'installant à l'ombre pour déguster, repartant presque toujours avec un bouquet, un sachet parfumé ou un flacon d'huile essentielle. Plusieurs groupes avaient même commencé à réserver à l'avance pour des visites guidées. Camille leur montrait chaque étape, depuis la culture jusqu'à la distillation, expliquant avec précision les gestes, les durées, les températures et répondant aux questions avec l'assurance que donne l'expérience. Un article paru dans un magazine régional consacré au tourisme et à la gastronomie. On y décrivait la ferme comme un petit trésor rural, où authenticité et savoir-faire se rencontrent dans un décor parfumé. Les photos montraient les champs à perte de vue, la vieille maison en pierre restaurée et Camille, debout près de l'alambic, concentrée sur son travail. Cet article attira de nouveaux visiteurs, y compris des étrangers en vacances dans la région. Certains venaient en vélo, d'autres en voiture, et quelques-uns faisaient un détour exprès depuis des itinéraires touristiques plus classiques. Avec cette notoriété grandissante, la boutique improvisée dans la cuisine ne suffisait plus. Camille décida d'aménager une pièce attenante à la grange pour en faire un espace de vente dédié. Elle y installa des étagères en bois, une table de présentation et un petit comptoir pour encaisser. L'endroit, simple mais soigné, donnait aux clients un espace agréable pour choisir leurs achats, à l'abri du vent ou du soleil. Les revenus de cette saison dépassèrent toutes ses prévisions. Elle put non seulement couvrir les frais habituels et mettre de côté pour l'entretien, mais aussi envisager des projets qu'elle avait jusque-là repoussés. Elle fit réparer la clôture nord, installa un système de récupération d'eau de pluie pour arroser plus efficacement et commença à planifier la plantation de nouvelles variétés de plantes aromatiques afin d'élargir sa gamme de produits. Pour autant, elle veillait à ce que la ferme conserve son atmosphère familiale. Les visiteurs n'étaient pas seulement des clients. Elle prenait le temps de discuter avec eux, de leur raconter l'histoire des champs de Camille, de partager des anecdotes sur les premières années difficiles. Certains revenaient d'une année sur l'autre, et il n'était pas rare qu'on lui apporte un petit cadeau, un pot de miel, un livre de recettes ou simplement une carte postale envoyée de loin. Les soirées d'été avaient désormais une autre allure. Après avoir accueilli les derniers visiteurs et rangé les tables, Camille s'asseyait parfois sur le banc, sous le vieux noyer,
et observait la lumière décliner sur les collines. Le champ de lavande, baigné dans les teintes dorées du crépuscule, formait une mer ondoyante qui semblait presque vivante. Elle repensait alors à la première saison, aux rangs clairsemés, aux gelées qui avaient failli tout anéantir, aux doutes incessants. Le contraste avec le présent était saisissant. Ce succès, elle savait, ne tenait pas seulement à la chance ou à la beauté des lieux. Il était le fruit de choix précis, d'un travail régulier et d'une adaptation constante. Chaque difficulté rencontrée avait servi de leçon. Chaque échec avait ouvert la voie à une amélioration. Et si aujourd'hui les chants de Camille apparaissaient dans des magazines et attiraient des visiteurs venus de loin, c'était parce que derrière chaque fleur, chaque produit vendu, il y avait des années de persévérance. Elle ne songeait pas à ralentir. Au contraire, cet apogée lui donnait l'envie d'aller plus loin, de consolider ce qu'elle avait construit et d'explorer de nouvelles possibilités, toujours en gardant cette ligne directrice. Rester fidèle à la terre, à ses valeurs et à la dimension humaine qui avait fait la réputation de sa ferme. Ce fut un matin de début d'été, au moment où la lavande atteignait son point de floraison maximale. Le soleil venait à peine de franchir la ligne des collines, projetant une lumière dorée qui faisait briller chaque tige, chaque fleur, comme si elles étaient couvertes de poussière fine. Camille était déjà dehors, préparant le matériel pour la coupe d'une partie des plants destinés à la distillation, lorsqu'elle aperçut au loin une silhouette familière qui avançait lentement sur le chemin principal. Elle fronça les yeux, croyant d'abord à un visiteur en avance ou à un habitant du village venu lui parler. Mais plus la silhouette approchait, plus son pas incertain et ses épaules voûtées éveillaient en elle une impression persistante. Étienne, son père, se tenait là appuyé sur un vieux bâton de marche. Ses vêtements portaient les marques de longs voyages. Une chemise délavée, un pantalon usé, des chaussures poussiéreuses. Ses traits avaient changé. Le visage, aminci, était creusé de rides plus profondes qu'avant son départ, et ses cheveux, autrefois bruns, affichaient désormais une large part de gris. Mais ce qui frappait le plus Camille, c'était son regard, à la fois fatigué, inquiet et curieux, comme celui de quelqu'un qui ne sait pas s'il est le bienvenu. Il s'arrêta à quelques mètres de la barrière qui séparait le chemin de la cour. Pendant un moment, aucun mot ne fut prononcé. Camille, le sécateur encore à la main, le dévisageait avec une intensité mêlée d'incrédulité et de prudence. Étienne, lui, semblait chercher ses mots, balayant du regard le décor qui l'entourait. Là où il avait laissé des champs clairsemés et un sol abîmé, il voyait maintenant une étendue dense et vibrante, parfaitement entretenue. Les rangées de lavande s'étiraient à perte de vue, et l'air était saturé d'un parfum si fort qu'on aurait pu le sentir à plusieurs kilomètres. Il fit un pas de plus, comme attiré par ce spectacle, mais ses jambes semblèrent hésiter. Il posa la main sur la barrière, non pour l'ouvrir, mais pour se maintenir debout. Camille remarqua alors un léger tremblement dans ses doigts. L'homme qui se tenait là n'était plus le fermier robuste qu'elle avait vu partir 7 ans plus tôt. « C'est chez nous, ça ?» demanda-t-il enfin, d'une voix grave et légèrement enrouée. Elle ne répondit pas tout de suite. Ce « chez nous » la frappa, car elle se souvenait parfaitement qu'à son départ, il lui avait parlé de Tétère comme d'un fardeau. Elle finit par hocher la tête, puis lui ouvrit la barrière d'un geste lent. Étienne entra dans la cour. Ses yeux ne cessèrent de parcourir les lieux, la maison de pierre restaurée, la grange aux portes réparées, l'espace aménagé pour accueillir les visiteurs avec des tables et des chaises bien rangées. Il marcha jusqu'à l'entrée du champ, s'avança de quelques mètres entre 2 rangées de lavande et s'arrêta net. Ses jambes semblèrent se dérober un instant et il posa les mains sur ses genoux pour reprendre son souffle. « Je croyais que tout serait perdu », murmura-t-il, presque pour lui-même. Camille resta à distance, le laissant absorber ce qu'il voyait. Elle remarqua que ses yeux brillaient, mais pas seulement à cause de la lumière du matin. Étienne se redressa lentement et inspira profondément, comme pour graver dans sa mémoire chaque nuance de violet, chaque mouvement des épis dans le vent. Il se tourna vers elle, l'air à la fois fier et désorienté. « Comment as-tu » commença-t-il, mais il s'interrompit. Elle ne répondit pas par un récit détaillé. Ce n'était pas le moment de parler de chaque hiver difficile, de chaque récolte incertaine, de chaque décision risquée. À la place, elle lui fit signe de la suivre jusqu'à la maison.
En chemin, il s'arrêta plusieurs fois pour regarder des détails qui lui échappaient auparavant. La clôture réparée, le vieux puits remis en état, les outils alignés dans un ordre méticuleux. Lorsqu'ils franchirent le seuil de la cuisine, Étienne s'assit lourdement sur une chaise comme si le poids des années et du voyage retombait d'un coup sur ses épaules. Camille posa devant lui un verre d'eau fraîche qu'il but presque entièrement avant de relever les yeux vers elle. « Tu as fait plus que sauver cet endroit », dit-il doucement. Ces mots semblaient chargés d'un mélange de reconnaissance, de surprise et peut-être d'un soupçon de regret. Camille sentit qu'il avait besoin de temps pour comprendre tout ce qui avait changé, tout ce qu'elle avait dû apprendre seule. Elle se contenta de lui dire que la saison était bonne, que les visiteurs venaient nombreux et que la ferme fonctionnait bien. Elle ne chercha pas à minimiser ses efforts, mais elle n'en fit pas non plus un récit glorieux. Dans les minutes qui suivirent, ils parlèrent peu. Le silence n'avait plus la même lourdeur qu'autrefois, mais il portait encore le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pendant ces 7 années. Étienne, encore marqué par ce qu'il venait de voir, paraissait presque submergé. Dehors, le vent continuait de passer sur les champs, apportant par vagues le parfum intense de la lavande, qui semblait, à elle seule, raconter l'histoire que Camille n'avait pas encore mise en mots. Après ce premier échange silencieux dans la cuisine, Camille et Étienne restèrent encore quelques minutes face à face, comme deux personnes qui se connaissent intimement, mais qui doivent réapprendre à se parler. Étienne observait chaque geste de sa fille, le mouvement précis avec lequel elle rangeait le verre vide, la façon dont elle posait les mains sur la table, ferme mais détendue. Ce n'était plus la jeune femme de 19 ans qu'il avait laissée avec un acte de propriété, presque comme une charge à porter. Il voyait devant lui quelqu'un qui avait façonné sa propre place dans ce lieu, qui s'était imposé sans demander la permission. Camille, de son côté, détaillait les traits de son père. La fatigue était visible, mais elle percevait aussi une fragilité nouvelle, comme si l'homme solide et sûr de lui qu'elle avait connu avait laissé place à quelqu'un qui cherchait désormais ses repères. Elle se demandait où il avait vécu, de quoi il avait survécu toutes ces années, mais choisit de ne pas poser de questions tout de suite. L'instant n'était pas à l'interrogatoire. Après quelques instants, elle se leva et lui proposa de lui faire visiter la ferme. Ils sortirent ensemble, Étienne avançant à un rythme lent mais attentif. Elle commença par lui montrer la maison, rénovée par étapes, avec un toit réparé et des murs consolidés. Chaque amélioration portait l'empreinte de décisions prises seule. Choisir de réparer plutôt que remplacer, de préserver les pierres d'origine plutôt que de céder à la facilité du neuf. Étienne touchait parfois du bout des doigts une poutre, une porte, comme pour sentir la texture du travail accompli. Ils passèrent ensuite à la grange. Là, Camille ouvrit la porte sur l'espace où elle distillait la lavande. L'alambic en cuivre brillait d'un éclat entretenu et l'odeur, mélange de vapeur et de fleurs séchées, emplissait la pièce. Étienne fit quelques pas, observant les outils alignés, les bocaux étiquetés, les flacons prêts à être vendus. Il prit un flacon, le déboucha et respira profondément. « Ça, c'est du vrai travail », dit-il d'une voix basse, presque émue. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle savait que ce compliment venant de lui valait plus qu'une longue tirade. Elle lui montra ensuite les champs. Sous le soleil de midi, la lavande formait un océan violet qui semblait se fondre dans l'horizon. Des abeilles circulaient de fleur en fleur et l'air vibrait d'un bourdonnement constant. Étienne s'arrêta plusieurs fois, regardant autour de lui comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Je croyais que cette terre ne donnerait plus rien », avoua-t-il enfin. Camille répondit simplement que la terre avait ses propres manières de revenir à la vie, à condition qu'on lui laisse le temps et qu'on s'occupe d'elle avec constance. Elle ne parla pas des nuits sans sommeil, des dettes qu'elle avait dû éviter de justesse, des hivers où elle avait douté. Ces détails appartenaient à son chemin personnel. Ils passèrent aussi par le petit espace d'accueil où elle recevait les visiteurs. Les tables étaient propres, prêtes à servir, et un coin ombragé offrait un abri contre le soleil. Étienne s'assit un instant, observant l'harmonie entre la ferme et cette nouvelle activité qu'il n'aurait jamais imaginée ici. « Les gens viennent de loin pour voir ça ?» demanda-t-il, avec un ton qui trahissait encore une part d'étonnement. Camille acquiesça. Elle expliqua que certains faisaient des réservations plusieurs mois à l'avance, que des articles dans des magazines avaient parlé de la ferme et que le nom « Les Champs de Camille » commençait à circuler bien au-delà du village. Étienne écoutait, parfois en hochant la tête,
parfois en gardant les yeux fixés sur le champ, comme s'il cherchait à mesurer l'ampleur de ce qui s'était passé en son absence. En revenant vers la maison, il s'arrêta devant un coin qu'il connaissait bien, l'endroit où autrefois il rangeait son matériel. Il remarqua que les outils étaient à la même place, mais entretenus, réparés, prêts à servir. Il toucha la poignée d'une vieille bêche et un léger sourire se dessina sur son visage. De retour dans la cuisine, ils s'assirent à nouveau. Cette fois, le silence était moins chargé. Étienne sembla vouloir dire quelque chose, puis se ravisa avant de finalement se lancer. « J'ai eu tort ». Camille ne demanda pas de précision. Elle comprenait que cette phrase englobait bien plus que la décision de partir. C'était la reconnaissance implicite qu'il l'avait sous-estimée, qu'il n'avait pas imaginé qu'elle puisse faire prospérer ce qui lui paraissait perdu. Ils partagèrent un repas simple, préparé par Camille. Du pain, du fromage et quelques fruits. Étienne mangeait lentement, comme pour prolonger le moment. À plusieurs reprises, leurs regards se croisèrent, et dans ces échanges muets, il y avait une forme de réconciliation. Ce n'était pas une effusion d'émotions, ni un retour effaçant le passé, mais un pas vers quelque chose de plus apaisé. Lorsque le soir tomba, ils sortirent sur la petite terrasse à l'arrière de la maison. Le soleil descendait derrière les collines, et la lumière dorée se mêlait au violet des champs. Étienne resta debout quelques minutes, puis s'assit à côté d'elle, les mains jointes, le regard perdu vers l'horizon. Camille savait que, pour lui comme pour elle, ce moment marquait une étape qu'aucune parole n'aurait pu mieux exprimer. Le lendemain matin, le ciel était clair et l'air légèrement frais, chargé d'odeurs mêlées de terre humide et de lavande encore perlée de rosée. Camille se leva tôt comme à son habitude, mais cette fois elle entendit des bruits de pas derrière elle dans la cour. Étienne était déjà debout, vêtu de la même chemise usée que la veille, et observait le champ depuis le portail. Il se tourna vers elle, un peu hésitant, comme s'il cherchait la bonne manière d'aborder ce qui lui pesait encore sur le cœur. Ils prirent ensemble un café dans la cuisine. Le silence qui les accompagnait n'était plus gênant, mais plutôt une trame sur laquelle pouvaient se poser quelques phrases. Étienne posa sa tasse et fixa ses mains un instant, avant de relever les yeux vers sa fille. « Tu sais, commença-t-il, je ne t'ai jamais dit à quel point je craignais de te laisser cette ferme. J'étais certain que c'était un cadeau empoisonné. J'avais peur que ça t'écrase. Et je me trompais. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'il fallait le laisser aller au bout de ce qu'il avait à dire. « Quand je suis parti, continua-t-il, je croyais que le meilleur service que je pouvais te rendre était de t'enlever ce fardeau. Mais tu as fait exactement l'inverse de ce que j'aurais imaginé. Tu as pris cette terre comme si c'était ton propre défi. » Elle hocha simplement la tête. Elle ne cherchait pas à minimiser ses efforts, ni à rappeler les moments où elle avait failli tout abandonner. Étienne soupira, se leva et disparut un instant dans la chambre qu'elle lui avait préparée pour la nuit. Quand il revint, il tenait à la main un objet qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Un vieux chapeau de paille, large et un peu cabossé, celui qu'il portait chaque été pour travailler dehors. Il le posa sur la table entre eux. « Ce chapeau, dit-il en le poussant vers elle, m'a accompagné pendant des années, et je ne pensais pas le revoir ici. Maintenant, il est à toi. » Camille le prit, le regarda un moment et esquissa un léger sourire. C'était un geste simple, mais elle comprenait ce qu'il signifiait. Il reconnaissait que cette ferme n'était plus seulement un héritage, mais bien son œuvre à elle. Après le petit déjeuner, ils sortirent ensemble. Étienne marcha lentement le long des rangées, parfois s'accroupissant pour toucher les fleurs ou observer les abeilles au travail. Il ne commentait pas chaque détail, mais son regard parlait assez pour que Camille comprenne qu'il mesurait pleinement l'ampleur du chemin parcouru. Ils passèrent le reste de la journée à se raconter, par fragments, ce qu'avaient été ces années séparées. Étienne parla des villes où il avait trouvé de petits boulots, des chantiers, des entrepôts, des pensions modestes où il avait logé. Camille raconta certaines étapes de la transformation de la ferme, sans dramatiser les épreuves, mais en laissant transparaître la ténacité qu'il lui avait fallu. En fin d'après-midi, ils revinrent s'asseoir sur la terrasse, comme la veille. Le soleil descendait doucement, allongeant les ombres sur les collines et faisant luire les épis de lavande. Étienne resta silencieux un long moment, les mains jointes sur ses genoux, puis déclara d'une voix posée « Tu as redonné un nom à cette terre. Ce n'est plus seulement la ferme du bois. Ce sont les champs de Camille. » Elle sentit une chaleur discrète lui envahir la poitrine.
Elle n'avait pas besoin de plus pour comprendre que, dans ces mots, se trouvait à la fois l'acceptation, la fierté et une forme de transmission qu'aucun document ne pourrait égaler. Ils restèrent ainsi jusqu'aux derniers instants de lumière. Le ciel se teinta d'orange, de rose et de violet, comme si la nature elle-même rendait hommage au parcours accompli. Au loin, les collines s'assombrissaient, mais le parfum de la lavande continuait de flotter autour d'eux, constant et rassurant. Lorsque la nuit tomba, Camille se leva pour rentrer. Étienne la suivit, et en franchissant le seuil de la maison, il jeta un dernier regard vers les champs. Ce qu'il y voyait, ce n'était pas seulement une culture florissante, mais le symbole d'une résilience qu'il n'avait pas su imaginer. Ce soir-là, elle posa le vieux chapeau sur une étagère, à un endroit où elle pourrait le voir chaque jour. Ce n'était pas un trophée, ni un souvenir figé, mais un rappel de ce que la persévérance, l'apprentissage et le respect de la terre pouvaient accomplir. Dans la maison, le silence reprit sa place, mais il n'était plus synonyme de vide. C'était un silence habité, chargé d'une histoire désormais commune et prêt à accueillir ce qui viendrait après.